L'histoire que je vais vous raconter, je l'ai découverte il y a maintenant des années. Je l'ai recherchée si longtemps que j'avais fini par l'oublier. Et j'en suis même venu à me dire que j'avais peut-être tout imaginé. Mais il y a plusieurs mois, un ami et un collègue, à qui j'avais déjà raconté cette histoire plusieurs fois, m'a écrit sur un réseau social et m'a envoyé un lien sur lequel se trouvait le Saint Graal que je convoitais depuis si longtemps. Il m'a alors demandé s'il s'agissait bien là du récit que je cherchais depuis toutes ces années. Et à mon grand étonnement, c'était bien le cas. J'étais heureux et vraiment surpris sur le moment, car cette histoire était presque devenue pour moi une véritable légende urbaine, tant elle était insaisissable. Pourtant, elle était bien là, juste sous mes yeux. Ce n'était donc pas une légende, mais bel et bien une réalité. Pour des raisons de confidentialité évidentes, tous les noms ont été modifiés. Les seules choses qui resteront inchangées, ce sont les faits eux-mêmes. Cela s'est passé en France, plus précisément à Toulouse, dans les années 1914. Un antiquaire, que nous allons appeler Joshua, découvre une mystérieuse toile alors qu'il se promenait à un marché aux puces. Une sorte de toile sur laquelle se trouvait une rose parfaitement noire. Après l'avoir achetée, le pauvre homme va mourir dans des circonstances parfaitement atroces. Et ce, seulement une semaine plus tard. Les documents que je vais vous citer concernant cette affaire vont être triés dans cet ordre. Le rapport de la gendarmerie de Toulouse, ainsi que le procès verbal. Le rapport d'autopsie de la victime. Le journal intime de Joshua. La cour d'appel du tribunal. L'acte d'accusation. Et pour finir, la conclusion de cette sordide histoire. Donc pour commencer, je vais vous lire le rapport de la gendarmerie, qui a découvert le corps inanimé de Joshua. Étant écrit dans un français assez ancien, j'ai pris le soin de le simplifier, de sorte à ce que tout soit le plus compréhensible possible. Nous, sous-signés Jeff et Aldrin, gendarmes à la résidence de Toulouse, nous sommes rendus dans la demeure de Monsieur Drouet pour constater sa mort. Nous sommes entrés dans la cuisine, là où la scène avait eu lieu, et avons constaté que le corps de Joshua était à moitié nu, baignant dans une mare de son propre sang. À côté de lui se trouvait une toile étrange, représentant une rose noire, ainsi que le journal intime de la victime. La rose dans la toile, quant à elle, semblait avoir été faite à l'aide d'ongles humains. Il y avait également un fusil, ainsi qu'un bâton, à seulement 1 mètre de la victime. Des morceaux de bois provenant sans doute du bâton étaient éparpillés un peu partout, ce qui semblait désigner que ce dernier avait dû lui servir peu avant sa mort, sans doute dans l'optique de se défendre contre quelque chose. Le visage de la victime était horriblement défiguré et troué à plusieurs endroits. Non loin de lui, baignant dans le sang, se trouvaient 4 de ses dents. Tout porte à croire que Joshua s'est rigoureusement défendu face à son agresseur. Bien qu'aucun coup de feu n'ait été tiré, les vêtements déchirés, ainsi que le désordre autour de lui, prouvent qu'il a tenté de repousser son agresseur par tous les moyens qui étaient en sa possession. Après ce constat, nous avons fait nos investigations, ce qui nous a permis de relever ce qui suit. La 3e marche de l'escalier conduisant au premier étage de la maison était tachée de sang, tandis que de petites taches plus discrètes se trouvaient sur les premières. Le mobile du vol paraît totalement improbable après examen des lieux, car il ne semble n'y avoir aucune atteinte au bien de Monsieur Drouet. Tout le reste de la maison, en dehors de la cuisine, semble parfaitement inchangé. À présent, je vais vous lire le procès verbal rédigé par le juge d'instruction de l'arrondissement de Toulouse. Moi, L. Montgomery, juge d'instruction de l'arrondissement de Toulouse, informé qu'un meurtre sans vol s'était produit dans la ville de... sur la personne de Joshua Drouet. Je me suis immédiatement rendu sur place à 22h30 précise, accompagné de Monsieur Denis, greffier assermenté, ainsi que Monsieur Sagnaud, institut du procureur de la République, pour faire toutes les constatations nécessaires et prendre les mesures utiles en vue de retrouver le ou les coupables du meurtre de Joshua Drouet. Le cadavre de la victime baignait dans une mare de sang sur le sol de la cuisine, située au rez-de-chaussée de la maison. Le maréchal des logis qui se trouvait déjà sur les lieux nous a fait savoir qu'ils avaient découvert une toile étrange, un carnet lui servant de journal intime, ainsi qu'un bâton provenant sans doute d'une pioche, et pour finir un fusil, près du corps de la victime. La lecture du journal nous a permis d'en apprendre plus sur la semaine passée de Monsieur Drouet, ainsi que ses nombreux problèmes nocturnes. Il semblerait, d'après ses écrits, qu'il soupçonnait ses voisins de tous ses malheurs. Il n'y avait aucune trace d'une toile brûlée, comme cela avait été mentionné sur une des pages du journal. Celle qui a été retrouvée près de son corps était parfaitement intacte. Nous avons en conséquence procédé à l'interrogation des 10 voisins. Puis,
Nous avons procédé à une surveillance du quartier pour nous assurer que la scène de crime reste intacte. Nous nous sommes ensuite rendus chez le docteur Gilles, médecin du parquet, pour convenir avec lui de l'heure à laquelle pourrait être pratiquée l'autopsie. Il devait être environ 1h du matin. À présent, nous allons passer au rapport d'autopsie complet de M. Joshua Drouet. 1er juillet 1914. Je sous-signais M. Gilles, professeur de médecine légale à l'université de Toulouse, commis par ordonnance de M. Montgomery, juge d'instruction pour le tribunal civil de Toulouse, en date du 15 juin 1914. À l'effet de pratiquer une autopsie sur le corps de M. Drouet, pour déterminer la nature de ses blessures, ainsi que la cause de sa mort. Je me suis rendu dans la ville de... où se trouve le cadavre de M. Drouet, et j'ai ainsi rempli le mandat qui m'avait été confié, en présence de M. le juge d'instruction, ainsi que de M. le procureur de la République. Le cadavre de M. Drouet avait été retrouvé derrière la porte d'entrée de sa maison, à environ 60 cm des escaliers et de la porte menant à sa menuiserie. Il était couché sur le côté droit. Son bras droit était allongé horizontalement, et sa main gauche était posée là où se trouvait son cœur. Le corps avait été recouvert de vêtements déchirés, surtout sur la partie inférieure. Le cadavre tout entier baignait dans une large mare de sang, particulièrement abondante au niveau de la tête, mais le sang s'étendait encore bien au-delà de son crâne, allant jusqu'à 60 cm de lui, sous forme de coulée épaisse, qui, elle, était large d'environ 5 cm. Sous sa tête se trouvaient plusieurs trous béants, ainsi que de nombreuses traces de profondes griffures, toutes largement maculées de sang. À côté de l'épaule droite, et perpendiculairement au bras, se trouvaient 4 dents cassées. Enfin, le cou de la victime était griffé de part en part, mais pas assez profondément pour que la thèse d'un égorgement ne soit possible. Les 2e, 3e et 4e marches de l'escalier qui conduisait au premier étage étaient maculées de sang séché, et des traces ensanglantées étaient visibles sur le mur qui soutenait l'escalier. Le sang semblait également avoir jailli contre le panneau de la porte d'entrée. Au travers l'encoignure gauche de la maison, j'ai également constaté une petite mare de sang, qui semblait indiquer que la lutte s'était poursuivie jusqu'ici. Le cadavre est à présent sur une petite table de fortune, là où nous avons pu pratiquer l'autopsie. Nous avons de ce fait réussi à révéler quelques constatations utiles. 5 trous ensanglantés sont visibles sur l'épaule, ainsi que des traces de lacération profonde sur tout le reste du corps. Tous les vêtements qui recouvraient la partie supérieure du corps de M. Drouet sont largement imbibés de sang. Le corps de la victime, étant à présent nu pour l'autopsie, nous a permis de constater 15 faits notables concernant son décès. Fait numéro 1. Sur son visage se trouve une large entaille, allant de l'angle externe de l'œil droit jusqu'à son oreille. Cette plaie particulièrement droite est nette. Fait numéro 2. L'œil droit de la victime est largement échymosé. Fait numéro 3. L'œil gauche quant à lui est crevé, percé à plusieurs endroits. Fait numéro 4. La lèvre supérieure est fortement tailladée et forme ainsi 2 ou 3 languettes, séparées par leurs extrémités. Ces divisions s'étendent jusqu'à l'aile gauche de son nez, qui sont elles-mêmes largement divisées. Les os de son nez, quant à eux, sont fracturés à plusieurs endroits. Fait numéro 5. Plusieurs dents ont été brisées, 3 sont déchaussées et 4 manquantes qui ont été retrouvées près du corps de la victime. Fait numéro 6. Son menton a été obliquement entaillé et la plaie fait environ toute l'épaisseur de sa peau. Fait numéro 7. Le front et le sourcil gauche de la victime ont été tranchés sur les côtés et la trace de cette plaie suggère qu'un élément très tranchant a été utilisé pour le réaliser. Fait numéro 8. Une longue plaie en dents de scie d'environ 14 cm se trouve également sur la joue gauche de M. Drouet. Fait numéro 9. Sur le côté gauche de la région frontale, plus précisément là où se trouvent les sourcils, et s'étendant jusqu'aux tempes, j'ai constaté une plaie en forme d'étoile assez arrondie sur ses bordures. J'ai également constaté dans cette zone de nombreuses et profondes traces de griffures. Fait numéro 10. Une plaie profonde aux bordures déchiquetées se trouvait sur l'oreille gauche, et un peu plus à l'arrière du côté de la nuque. J'ai également constaté une plaie de la même nature d'environ 5 cm de longueur. Plus en arrière encore, sa nuque a été comme scalpée, de sorte que le cuir chevelu se détache du crâne dans toute cette région. L'emplacement des plaies semble indiquer que 4 coups ont été portés à la nuque de la victime, avec des éléments tranchants, tels que des ongles ou des griffes. Fait numéro 11. Quelque chose de tranchant a également perforé le menton du côté gauche, en passant par la langue, s'enfonçant grossièrement sur la paroi intérieure, pour ensuite partir du côté droit, à environ 3 cm du dessous de l'oreille. Fait numéro 12. Sur le bras gauche,
La région cubitale est déchiquetée par des blessures d'une longueur de 3 à 8 cm. Elles ont été faites par des éléments tranchants. Encore une fois, par des ongles ou des griffes. Fait numéro 13. Sur le poignet gauche se trouvent 2 blessures semblables à des griffures, mesurant quant à elles 3 et 5 cm de longueur. Fait numéro 14. Dans la main droite, le pouce n'est tenu que par une fine couche de peau, lui-même touché par une entaille très profonde. Fait numéro 15. Il y a également une fracture de l'apophyse zygomatique gauche. Le corps a ensuite été ouvert, les cavités minutieusement examinées, ainsi que les organes qui y étaient contenus. Le cerveau est intact. Les poumons semblent normaux également. Pas d'épanchement dans les plèvres. Le cœur ne contient pas de sang lui non plus. Les carotides ne sont pas ouvertes. Une profonde entaille passe devant la carotide gauche, ayant complètement ouvert le larynx, pour finir sur le côté droit en arrière de la carotide de la victime. L'estomac contient 3 à 400 grammes de matière pulpeuse, rougeâtre, fortement acide, qui semble se mêler au suc digestif. Une infinité d'artères et de veines ont été ouvertes, ce qui a provoqué une importante hémorragie. C'est cette infinité de griffures, taillades, lacérations et perforations qui a provoqué cette violente hémorragie. Et c'est également cette perte de sang rapide qui a mené M. Drouet à son décès. En résumé, M. Joshua Drouet a succombé d'une importante hémorragie, conséquence de ses innombrables blessures. Il est difficile d'expliquer par qui ou par quoi toutes ces blessures ont été causées. J'ai constaté que toutes ces plaies pu être provoquées par des ongles, mais il est très difficile de penser qu'un humain puisse faire une chose d'une telle ampleur. À présent, il est temps de passer à l'un des éléments les plus troublants de cette affaire, le journal intime de la victime. Première entrée, dimanche 7 juin 1914. Je me suis rendu au marché aux puces de la ville aujourd'hui, et il faut dire que parfois, on y fait de curieuses trouvailles. Pour 3 francs, j'ai acheté une curieuse pièce, une toile bizarre. Il faut dire que je n'ai jamais rien vu de pareil. La peinture semble être faite d'aquarelle. Le vendeur, lui, n'a pas su me dire de quoi elle était faite. Mais ce qui fait que cette toile est étrange, ce sont les ongles qui la composent, des ongles humains. Le vendeur n'a pas su me dire non plus de quand, ou même d'où elle venait. Sa particularité, en plus d'être faite avec des ongles, c'était qu'étrangement, cette maudite toile sentait la rose. Elle n'a été signée par aucun auteur, et la seule écriture sur la peinture se trouvait au dos de cette dernière. Il y était écrit « Rose du Détroit ». J'ai également acheté pour 6 francs un beau tableau de pêche qui pourrait faire plaisir à un ami. Pour le reste, il n'y avait rien de bien original. Je crains bien qu'avec ce mauvais temps, les vendeurs savaient qu'il n'y aurait pas grand monde, et n'ont sans doute pas tout mis sur leur table. On verra pour la prochaine fois. Deuxième entrée, lundi 8 juin 1914. J'ai vu Martine aujourd'hui. Elle a récupéré son horloge. C'est la dernière fois que je fais affaire avec elle, ou que je lui répare quoi que ce soit. Monsieur Badeau viendra demain. C'est sa femme qui me l'a dit ce matin. Je vais encore devoir me lever très tôt. Troisième entrée, mercredi 10 juin 1914. Je n'ai pas l'habitude d'écrire la nuit, mais il s'est passé quelque chose de vraiment étrange et perturbant. Je me suis réveillé en pleine nuit, et il m'est impossible de retrouver le sommeil. J'ai très froid. J'ai sans doute laissé mon bras pendre sur le côté du lit, et je suis sûr que quelque chose me l'a fortement serré pendant que je dormais. Ça m'a immédiatement réveillé, et mon corps tout entier était glacé. C'est comme si quelqu'un se trouvant juste sous mon lit me l'avait attrapé pour me faire mal. J'ai également senti une forte odeur d'urine. J'ai d'abord cru que je m'étais fait dessus, mais ça ne venait clairement pas de mon lit. Ça venait de cette toile aux ongles. Elle sent particulièrement fort maintenant. Le chat des voisins a sûrement dû faire ses besoins dessus, et ça a dû imprégner tout le papier. À cause de ça, ça sent l'urine dans toute la maison. Je l'ai mise dehors sous un abri, et j'espère que cette odeur va finir par partir. 3 francs, c'est 3 francs, et je peux facilement en tirer un meilleur prix auprès d'un excentrique. En attendant, ça sent la pisse partout, et l'odeur ne veut pas partir. J'ai mal au poignet, et en plus j'ai froid. Saloperie de chat. Quatrième entrée, jeudi 11 juin 1914. Madame Estelle ne m'a acheté qu'un seul moulin à tabac. Les gens vous font des commandes pour ne finalement pas les acheter complètement. En attendant, c'est 10 francs de ma poche que j'ai dû payer, et j'ai un moulin à tabac en trop. Cependant, j'ai vendu la malle de la Marseillaise 133 francs. Une belle affaire. Madame Lamada
m'a pris les 3 béliers qu'elle avait commandés pour 12 francs. Concernant la toile aux ongles, elle ne sent plus l'urine, mais de nouveau la rose. Je pensais la montrer à Monsieur Véché. Il pourrait être intéressé. En tout cas, je suis bien content que cette odeur d'urine soit partie. 5e entrée. Vendredi 12 juin 1914. Cette nuit, des bruits stridents m'ont réveillé en sursaut. J'avais aussi une grosse migraine. Et une nouvelle fois, j'étais gelé. J'ai descendu les marches, car les bruits semblaient venir d'en bas. C'était comme si quelqu'un affûtait une lame sur une grosse meule. Ou alors, comme des ongles qu'on racle sur un tableau. J'ai d'abord cru que c'était le voisin qui faisait un boucan du diable. Mais ça s'est arrêté quand je suis arrivé dans la remise. J'ai vu James dans la journée, mais il m'a dit qu'à 3h du matin, il dormait avec Yvette, et que jamais ils iraient bricoler à une heure pareille. Je n'aime vraiment pas ça. Tout ça commence à me faire peur. J'ai vraiment passé une sale nuit. 6e entrée, samedi 13 juin 1914. Ça vient encore de m'attraper le poignet, et ça sent le sang partout. J'ai été réveillé à 3h. L'odeur m'a fait paniquer. Ça sentait le sang partout dans la maison. Et encore une fois, ça venait de cette foutue toile. Pire encore, il y avait des taches rouges qui suintaient de la toile. Serait-ce du sang? Si avec la pluie et l'humidité le sang a tourné, ça expliquerait tout, mais sûrement pas cette odeur. Ou alors je me fais des idées, je deviens fou à cause du manque de sommeil. J'ai eu des migraines toute la semaine, et là c'est encore pire. J'ai mal au poignet, et je n'arrive plus à trouver le sommeil. Les voisins m'ont dit qu'ils n'avaient tué aucune bête, et que si ça sentait le sang, ça ne venait pas de chez eux. Et ils ont eu ce regard que je n'apprécie pas, quand la personne fait mine de comprendre, mais vous juge en même temps, tout en vous prenant pour un imbécile ou un fou. Ou pire encore, un menteur. Ça sentait le sang partout. J'ai donc jeté cette foutue toile, et tant pis pour les 3 francs. J'ai besoin de repos après cette satanée semaine. J'ai peur, et je suis fatigué. Je n'en peux plus. 7e entrée, dimanche 14 juin 1914. La toile est revenue. Elle était dans la remise. Cette fois, ce sont des rires qui m'ont réveillé. Et les bruits ont recommencé vers 3h30 du matin. Et il y avait cette odeur de sang et de pisse partout. Dans la remise, elle était là. Et elle sointait. J'ai vraiment peur. Je crains que ce soit un coup des voisins. Demain, j'irai voir la police. À cet endroit sur la page, il y avait une grosse rature. Et l'écriture de la victime était devenue légèrement différente. Je reviens tout juste de la gendarmerie, et ils se sont bien foutus de moi. Ma plainte n'est pas recevable. J'irai voir le préfet, et je vais pas laisser cette histoire me rendre complètement fou. En attendant, je ne parle plus aux voisins, et je ferme toute la maison à clé. La toile va rester au cellier, au cas où elle doit servir de preuve. J'ai sorti le fusil. J'arrive plus à dormir. 8e entrée, lundi 15 juin 1914. Des bruits aigus m'ont réveillé. J'ai encore mal à la tête. J'ai des traces de griffures partout au poignet. Ça sent le sang et la pisse tout autour de moi. Je dors avec le fusil. Sur la page qui va suivre, qui semble relater des faits qui se sont passés dans la même journée, l'écriture est particulièrement raturée. J'ai dormi toute la journée. J'ai détruit la toile par le feu. J'ai très froid. Jésus, Marie, Joseph, sauvez-moi. À présent, le document qui va suivre est l'acte d'accusation rédigé par la Cour d'appel de Toulouse. Le 14 juin 1914, M. Drouet, qui exploitait un café-restaurant dans la commune de, a averti les gendarmes de la commune qu'un malheur arrivait chez lui. Il semblait être persécuté par des bruits et des phénomènes mystérieux, tels que des odeurs particulières pendant la nuit et des agressions pendant son sommeil. Sa plainte n'a pas été prise en compte, étant donné qu'une infraction ne semblait pas avoir eu lieu, sans parler du caractère ubuesque de cette affaire. Le 15 juin, les gendarmes de la ville se sont rendus à son domicile et ont découvert son corps inanimé. Ils ont d'abord supposé à une forme de syncope, mais en entrant, ils ont constaté qu'il gisait au milieu d'une mare de sang. Son visage était horriblement mutilé et plusieurs dents avaient été cassées. Du sang avait jailli contre le panneau de la porte d'entrée également. L'examen rapide des lieux ont permis de découvrir que près de lui se trouvait une toile ainsi qu'un journal personnel. La lecture du dit journal a pu permettre d'éclaircir toute la semaine passée de M. Drouet, et sur les doutes qu'il émettait à l'encontre de ses voisins. Le signalement des suspects fut aussitôt donné à la police et aux gendarmes de la ville, et les voisins furent inculpés de meurtre sur la personne de M. Drouet Joshua. Ils nient les faits depuis le début de leur interrogatoire. Le médecin légiste qui a procédé à l'autopsie
avait près de 15 blessures sur la tête. Blessures qui ont inévitablement provoqué sa mort, due à l'importante hémorragie qu'a subi M. Drouet. De nombreuses griffures d'origine humaine ont été également observées sur tout le reste du corps de la victime. Les voisins interrogés ont également cité que M. Drouet était venu plusieurs fois leur faire part de ses problèmes, mais insistant sur le fait qu'il n'y était pour rien. Les plaintes envers ses voisins sont bien mentionnées dans le dit journal de la victime, compte tenu du fait qu'il lui soit connu aucun ennemi, ainsi que l'absence de preuves sur le lieu du crime. En dehors de son journal intime qui fait état de ses problèmes personnels, il est possible d'admettre une irresponsabilité. Sur la demande de leur avocat, les voisins de M. Drouet ont été soumis à l'examen d'un médecin. Ce dernier a admis qu'au moment où le crime avait été commis, aucun des deux accusés n'aurait pu faire de telles blessures avec leurs propres ongles. Leur casier judiciaire étant complètement vierge, jouant en leur faveur, car ils n'ont à ce jour jamais été condamnés. En conséquence, les voisins de la victime ont été complètement innocentés d'avoir commis le meurtre sur la personne de Drouet Joshua le 12 juin 1914. De ce fait, les circonstances de cet homicide restent irrésolues. Fait au parquet de la cour d'appel le 7 janvier 1915. Voilà qui clôt les dossiers liés à cette affaire. Encore à ce jour, il n'y a jamais eu d'explication rationnelle sur tout ce qui s'est passé. Et la mort de M. Drouet reste un mystère des plus sordides. Était-ce réellement un coup des voisins? Ou la folie qui a poussé M. Drouet aux portes de la mort? Si oui, comment tout cela a-t-il été possible, sachant que toutes les portes et fenêtres de sa maison étaient closes? Comment une personne pourtant saine d'esprit la veille a-t-elle pu perdre la raison aussi rapidement et finir par s'infliger de tels supplices avec une précision chirurgicale? Ou alors, était-ce simplement la toile en elle-même qui était responsable, habitée par une force que même les esprits les plus tourmentés ne pourraient concevoir? Nous le saurons probablement jamais. Il faut toujours se méfier des histoires que l'on entend, car pour beaucoup d'entre elles, elles ne sont que fiction, et ne sont là que pour vous effrayer et vous empêcher de dormir. Mais dans le cas de la Rose du Détroit, c'est différent. En dehors du fait que cette histoire est particulièrement horrible, il y a un détail qui change toute notre perception des faits. Un détail qui tient pourtant sur 2 petites phrases. Ce récit s'appelle en réalité La Rose du Gué de Lona. Et tout ce que vous venez d'entendre est une histoire vraie. We go. Does it? Well, I mean, we just don't get hit. Yeah. Helm's yours, Captain. Do you guys want to fast travel? Yeah, we'll fast travel there. Vacuum. I think I did. I'm just not wearing them. No, I'm wearing what we found. We found like 2 boots. Yeah, it's okay. But no, we're good. Oh shit, I forgot to put the copper. So this is our mini base in the enemy land. In fact, we should set this a revival spot. Let's go kill the enemies. Yeah, we got blue. Oh, we got the blue weapon. Oh, gun. Upgrade the ship. I don't know if we can upgrade the ship yet. I think we need an ungodly amount of wood. Right? There was a whole armor set in the camos with the captured crew. Not for me, I looted everything, Tolanus. Hold on. We're hungry.